Bonjour à tous, nous avons le plaisir, dans le cadre de la newsletter numéro 3 de la BDRP, d'interviewer Stéphane Clivat, professeur HEP ordinaire. Stéphane, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Amine, merci à vous. C'est un plaisir et c'est un honneur d'avoir cette interview pour la BDRP. Afin de débuter, pouvez-vous en quelques mots vous présenter? Volontiers, donc je m'appelle Stéphane Clivat, je suis professeur ordinaire de didactique des mathématiques à la Haute École pédagogique de Lausanne. J'ai été auparavant enseignant au secondaire 1 pendant une quinzaine d'années, enseignant de mathématiques, et actuellement je m'occupe de la formation des enseignants, surtout des enseignants primaires à l'enseignement des mathématiques, un petit peu des enseignants secondaires 1 aussi. Et puis en termes de recherche, je m'intéresse surtout aux connaissances mathématiques des enseignants et au processus de Lesson Study. Lesson Study, pouvez-vous expliquer brièvement ce concept? Oui, écoutez, on va essayer de faire apparaître des choses un petit peu à l'image. Donc les Lesson Study, on entend bien le mot leçon. Et au centre de ce processus, il y a vraiment l'idée de l'enseignement et de l'observation d'une leçon dans une classe ordinaire. Mais cette leçon, elle n'est pas ordinaire. Cette leçon, elle a vraiment été préparée par un groupe d'enseignants, accompagné parfois par un formateur, une formatrice. Groupe d'enseignants qui va choisir un sujet problématique en termes d'enseignement et d'apprentissage, quelque chose qui, chaque année, pose difficulté dans notre enseignement. Et puis, ce sujet, il va être étudié très en détail par nous. On va lire des articles, regarder ce qu'il y a dans les moyens d'enseignement, regarder ce qui a été écrit à ce sujet, faire appel à nos expériences précédentes d'enseignants. Et puis, le groupe va collectivement planifier une leçon liée à ce sujet-là. Cette leçon, elle va être donnée dans la classe d'un des membres du groupe et elle va être observée par l'ensemble des autres membres du groupe. Et immédiatement après la leçon, il va y avoir une discussion d'analyse de cette leçon de recherche. Au cours de cette analyse, il va être discuté les observations qui ont été faites et comparé à ce qui a pu être fait comme hypothèse à propos de l'étude de ce sujet d'enseignement. À ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Une première possibilité, c'est de se dire qu'il va être nécessaire de changer des choses dans ce sujet, dans la leçon, et d'en faire une deuxième. Une autre possibilité, donc de faire un deuxième tour, une autre possibilité, c'est directement de diffuser le résultat de ce qui aura été observé, le résultat de cette recherche, dans un plan de leçon à l'usage des autres collègues. Ce type de processus peut se dérouler plusieurs fois sur plusieurs sujets tout au cours d'une année scolaire. Merci, mais comment avez-vous découvert et quand avez-vous découvert ce concept? Ce concept, en fait, il est extrêmement ancien. Ce concept, il est né au Japon dans les années 1870, donc ça fait 200 ans. Pardon, 150, les maths et moi, pardon. Ça fait 150 ans que ce type de processus existe au Japon. Et en fait, je l'ai découvert au cours de mes recherches sur l'enseignement sur les connaissances mathématiques des enseignants, où plusieurs chercheurs se demandaient pourquoi ces connaissances étaient beaucoup plus élevées en Chine et au Japon que dans d'autres pays. Et une des explications, c'est justement ce type de phénomène, puisque les enseignants dans ces pays-là, notamment au Japon où je me trouve actuellement, les enseignants font ce type de processus continuellement au cours de leur carrière, continuellement en cours d'année, et donc du coup, ils vont étudier abondamment les sujets d'enseignement mathématiques notamment, mais c'est vrai dans d'autres disciplines. Hein. Ils ont des lesson study en géographie, en histoire, en musique, etc. etc. Et donc, c'est un concept qui est très ancien. Donc, j'ai découvert ça au cours de ces recherches-là. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion, lors d'un séjour à Singapour, d'en observer un certain nombre, puis aux USA, puis au Japon. Et dans le reste du monde, il y a d'ailleurs une association mondiale de Lesson Study qui permet justement d'aller observer dans différents congrès ce type de leçons à différents endroits de la planète. Et puis, comme à la Haute École pédagogique de Lausanne, d'autres chercheurs s'intéressaient à ce type de processus de façon relativement indépendante, on a décidé de fonder un laboratoire de recherche, le laboratoire lausannois Lesson Study, il y a maintenant 5 ou 6 ans, je crois. Et vous pouvez nous présenter les missions de ce laboratoire? Volontiers. Ce laboratoire, il a donc été fondé à la fois par l'unité d'enseignement et de recherche de didactique des mathématiques et des sciences de la nature et l'unité d'enseignement et de recherche enseignement, apprentissage et évaluation. Depuis, d'autres collègues se sont joints à nous, venus d'autres didactiques et d'autres disciplines. On conduit
dans des écoles un certain nombre de lesson study avec des enseignants qui sont vraiment des partenaires de ce processus de formation professionnelle. Donc, ce laboratoire comporte des chercheurs de ces différentes unités de la HEP, mais aussi des enseignants, mais aussi des cadres scolaires. Il y a d'ailleurs un site internet si vous êtes intéressé, l'adresse est facile à retenir, c'est hepl.ch/3ls, le chiffre 3 et ls ensuite. Et donc, tous ces membres du système école collaborent autour de ces leçons, autour de ces recherches et autour des analyses de ces leçons qui peuvent être effectuées et autour de la diffusion des plans de leçons autour de ces leçons de recherche. Alors concrètement, pour les enseignants qui nous écoutent, quels sont les principaux avantages d'une démarche liée à la lesson study? C'est une démarche qui est à la fois très simple. Quoi de plus simple que de se réunir avec des collègues, que d'étudier ce qu'on doit enseigner, de préparer des leçons, d'enseigner ces leçons, de l'observer, d'en discuter entre nous. Mais en même temps, ce processus qui est mené de façon rigoureuse et systématique entraîne un changement systémique. Parce que dans une école, on va fortement mettre la focale sur l'enseignement et l'apprentissage, dont des groupes de collègues qui vont avoir des discussions centrées sur l'enseignement et sur l'apprentissage. Et il y a du temps qui va être prévu pour des réunions entre collègues autour de ce type de démarche. Et donc, il y a vraiment au sein des écoles un changement de perspective, un changement systémique du système scolaire, notamment dans les pays où c'est abondamment pratiqué, dont le Japon. Il y a vraiment des productions de connaissances, des productions de moyens d'enseignement qui se déroulent autour de ce processus-là. Un autre avantage, c'est qu'on va discuter non pas de l'enseignant, parce que ça va être un membre du groupe qui va donner la leçon, observée par tous les autres, mais on va regarder l'enseignement et l'effet de l'enseignement sur l'apprentissage. Mais ce n'est pas la leçon de cette enseignante ou de cet enseignant, c'est la leçon du groupe. Donc on ne parle pas d'enseignant, on parle d'enseignement, apprentissage. Et donc il y a vraiment, de ce point de vue-là, un développement des connaissances professionnelles des enseignants au cours de ce processus. Et puis il faut ajouter évidemment aussi le développement de ressources qui peut être produit au cours de ce processus. Et donc les écoles deviennent de véritables communautés d'apprentissage avec des enseignants, avec des formateurs, des chercheurs, mais aussi avec les élèves qui, lorsqu'ils sont observés lors d'une leçon, savent bien, sentent bien qu'en fait, si on les observe, c'est en vue d'améliorer le processus d'enseignement-apprentissage et que leur enseignante habituelle est là pour apprendre avec eux, pour apprendre à améliorer l'enseignement de tels sujets, de géographie, de musique, d'éducation physique ou de mathématiques. Mais ce changement de paradigme, c'est pas une difficulté pour la mise en place d'une lesson study? À date, les enseignants travaillent plus individuellement qu'en groupe. Alors, c'est sûr que culturellement, au début, l'idée de travailler en groupe et de travailler réellement en groupe, on ne se répartit pas le travail, on travaille ensemble. C'est une véritable collaboration. Au début, c'est difficile. Autre difficulté, c'est de se dire, mais j'ai mes collègues qui vont venir m'observer. Et donc, au début, c'est difficile d'implanter ça dans des écoles, de convaincre des enseignants de participer. Mais en fait, ensuite, c'est très facile. Parce que dans toutes les leçons de study qu'on a conduites jusqu'à maintenant, la confiance s'installe très rapidement. Très rapidement, les collègues comprennent qu'on ne les observe pas eux, on observe la leçon qui collectivement a été préparée. Et donc, c'est relativement facile. Les enseignants, la plupart d'entre eux sont très contents de le faire, sont très contents de parler d'enseignement et non pas de multiples démarches administratives qui nous prennent beaucoup, beaucoup de temps hors de la classe. Et donc là, ça se passe bien et on a des enseignants presque tous sont très heureux et même certains qui au départ sont un petit peu récalcitrants ou récalcitrantes participent avec plaisir. Il y a une autre difficulté ensuite, c'est la difficulté à continuer. Quand on a des groupes qui ont fonctionné pendant 1 année, 2 ans, souvent on sent une certaine fatigue et c'est vrai que si on avait un support et une habitude plus grande de ce type de choses-là, ce serait plus simple. Cela dit, dans les pays que j'ai observés où on a implémenté des lesson study, ça prend du temps, mais dans les endroits où ça démarre vraiment, il y a un effet boule de neige qui fait que ça fonctionne par soi-même, y compris à moyen terme, sans intervention de formateurs externes. Ça se déroule dans les écoles où il y a des plages qui sont réservées à l'horaire
pour pouvoir conduire ce type de processus à la satisfaction de toutes et de toutes, depuis les parents, les élèves, les enseignants, les cadres scolaires, l'ensemble du système scolaire, en fait, qui est impliqué dans ce type de démarche. D'accord. Alors, concrètement, pour les enseignants qui voudraient en savoir plus, vous avez mis sur le site du 3LS et la BDRP a relayé une partie de ces informations, des plans de leçons issus de ces lesson studies. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, vous trouvez sur le site du laboratoire 3LS un certain nombre d'informations et parmi ces informations, il y a un certain nombre de plans de leçons qui sont aussi relayés, et je vous remercie d'ailleurs à ce sujet, par la BDRP. Ces C'est vrai. plans de leçons, c'est en fait le résultat de l'ensemble de la démarche, la diffusion dont je parlais tout à l'heure. On va trouver à la fois clé en main le plan d'une leçon avec des liens vers la séquence d'enseignement dans laquelle cette leçon peut être intégrée, avec très en détail les difficultés des élèves qu'on peut imaginer, les façons d'y remédier, la planification détaillée de la leçon. En général, il y a le matériel qui est là, on a des leçons qui sont complètes avec des cartes à découper, enfin, c'est clé en main, mais aussi avec une analyse plus détaillée de la leçon et avec des éléments liés au savoir disciplinaire. Alors, on a des choses en anglais, en géographie, en histoire, il y a des choses en musique qui sont en train d'être préparées, des choses en mathématiques, pour celles que je connais le mieux. Et donc, c'est à la fois du clé en main, mais aussi du développement professionnel, dans la mesure où il va y avoir des contenus disciplinaires qui sont donnés, des contenus didactiques là aussi. Cela dit, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que ça intéresse les enseignants, mais ça intéresse encore plus les enseignants qui ont participé à d'autres lesson studies, de comprendre comment, dans le processus, ça peut donner ce type de résultat. Donc, on espère aussi que ce type de plan de leçon va pouvoir intéresser un certain nombre d'enseignantes et d'enseignants pour participer eux-mêmes à la production de ce type de documents, non pas pour produire des documents. Finalement, le document qu'on produit, c'est presque un effet secondaire bénéfique, mais bien pour, en produisant ce type de document autour de l'étude d'une leçon, pour réellement évoluer dans notre manière d'enseigner avec nos collègues dans une réelle collaboration. Parfait. Bah, Stéphane, moi je tenais à vous remercier en tout cas pour votre disponibilité et puis la qualité de cette interview. J'espère que les collègues enseignants apprécieront également. Je voulais donc à nouveau vous remercier. Merci à vous. Merci aux collègues de regarder autant que possible cette vidéo. C'était donc Amine Slim et Stéphane Kliva pour la newsletter numéro 3 de la BDRP. À très bientôt. Au revoir, merci.